Manaz Chirali, sociologue. Merci d'être avec nous, ma chère Manaz. L'information majeure de ce conflit au 14e jour, je vous le disais, c'est évidemment ce soldat français tué dans une attaque en Irak. L'état-major des armées a révélé ce matin le visage de l'adjudant-chef Arnaud Frion. Il appartenait, et nous y serons dans quelques instants, au 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars. On retrouvera notre envoyé spécial, mais je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, qui a pris la parole ce matin depuis l'Elysée aux côtés de Volodymyr Zelensky, qui était l'invité de la France aujourd'hui, ce vendredi. On écoute Emmanuel Macron. Au nom de la nation, je veux m'incliner aujourd'hui avec respect devant la mémoire de l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars. Il est mort pour la France cette nuit, lors d'une attaque lancée à proximité de Erbil. Et je veux aussi adresser tout mon soutien à nos militaires blessés et évidemment à l'ensemble des familles et des frères d'armes. Dès l'annonce de cette attaque, j'ai demandé à nos armées une analyse consolidée des faits, de leurs circonstances, et nous aurons dans les prochaines heures la totalité, je l'espère, de ces informations. Nos soldats ont été frappés, alors que, comme nous le faisons depuis plusieurs années, ils luttaient dans le cadre d'une coalition internationale contre les résurgences du terrorisme dans la région et au service de la souveraineté irakienne. C'est évidemment inacceptable. Et on va prendre la direction ce soir de Vars en Isère, justement. On va retrouver Marie-Victoire Dieudonné. Marie-Victoire, bonsoir. On vient de l'entendre. C'était un homme très apprécié, très expérimenté, ce soldat. Et sur place, il y a beaucoup d'émotions, hein. Oui, exactement Thierry, beaucoup d'émotions, notamment celle de son chef de corps qui ce matin lui a donc rendu hommage. Il était ce qu'on produit de meilleur chez les chasseurs alpins et au sein de l'armée de terre française. Il évoque un excellent soldat, humble et compétent. Ce mari et ce père de famille de 42 ans étaient engagés depuis une vingtaine d'années au sein de l'armée, au service de la France. Il avait rapidement gravi les échelons de par ses compétences. Il avait été déployé sur différents théâtres d'opération, Afghanistan, Tchad ou encore Mali. Thierry, compte tenu justement de ses missions, mais aussi de son parcours jugé exceptionnel, il avait reçu en 2021 la médaille militaire. Il était depuis janvier déployé en Irak pour rejoindre des formations de longue date consacrées à la lutte contre Daesh, précisément au Kurdistan. Ce dernier a donc été touché hier dans une attaque de drone. Plusieurs militaires ont également été blessés. Ils étaient aujourd'hui en cours de rapatriement. Merci beaucoup, Marie-Victoire Dieudonné depuis Vars. Merci beaucoup. Vincent Arbaratier, est-ce qu'on peut parler d'un tournant dans ce conflit à partir du moment où on a un de nos hommes qui a été touché? On écoutera Emmanuel Macron tout à l'heure. Je voudrais d'abord rendre hommage au adjudant-chef Frion et à ses frères d'armes du 7e bataillon de chasseurs alpins, et aussi à tout le corps des sous-officiers qu'on voit rarement sur les plateaux télé et qui jouent le rôle extrêmement important au sein de l'armée de terre, notamment pour former les hommes du rang, mais aussi former les officiers, former les jeunes officiers qui arrivent. Et donc ce sont des gens comme l'adjudant-chef Arnaud Frion qui sont particulièrement indispensables à la valeur de nos troupes. Alors bien sûr qu'on peut dire que c'est un tournant dans la mesure où il semble y avoir un lien entre le conflit en cours, à laquelle la France ne participe pas, et l'attaque qui a été réalisée, semble-t-il, par un groupe chiite, qui n'est pas l'ennemi habituel des Kurdes dans cette région. Donc c'est pour ça que le président a dit qu'il allait avoir une enquête en cours, et que suite à cette enquête, on peut imaginer qu'il y aura un conseil de défense après. Mais et puis ensuite, on verra. Hein. Ensuite, c'est au président de prendre sa décision. Le président, tout le monde dit qu'il est chef de guerre, il est chef des armées. Donc, être chef des armées, c'est avoir la responsabilité de la vie et de la mort des soldats qui sont mis sous ses ordres. Donc, il ne prendra pas une décision à la légère, sans avoir auparavant prouvé que cette attaque venait bien du groupe des hommes des grottes, là. Le groupe chiite qui a été créé en 2019. Et ensuite, il y aura une riposte probablement qui sera adaptée et qui sera faite en relation, bien sûr, avec les forces irakiennes, puisque nous sommes invités par les Irakiens à les aider dans leur lutte contre le terrorisme. Manaz, une réaction?
Ce sont les groupes qui sont aux ordres de la République islamique. Donc, ne sont pas des groupes qui travaillent indépendamment de ce régime. Et à chaque fois qu'on a un événement de ce genre, il faut se souvenir qui sont les vrais gens qui sont derrière ces événements, ces actes de terrorisme, actes de terreur et ces missiles qu'ils envoient à droite et à gauche. C'est ce régime qui est dangereux, qui est terroriste. On a déjà dit pendant de longues années, personne ne nous a écoutés. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Stéphane Ziv Goldin, il n'y a pas de surprise en fait dans cette attaque et on peut s'attendre à d'autres attaques potentielles. Oui, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres parce que, comme vient de le dire madame, nous sommes face à un État terroriste qui va tirer dans tous les sens, pour dire clairement les choses, avec ses proxys. Donc là, on parle de Ashraf al-Qarf, mais il y en a d'autres. Il y a évidemment le Hezbollah qui se trouve en Irak, il y a le Hezbollah au Liban, il y a les Houthis, on a eu le Hamas aussi. Et donc, on voit très bien que derrière tout ça, il y a la tête de la pieuvre, la tête du serpent qui s'appelle l'Iran, cet État terroriste, ce régime des mollahs, qui actuellement actionne, je dirais, ses proxys parce qu'elle a besoin d'avoir un impact, de maximaliser son impact sur les troupes qui sont en place, que ce soit américaines, israéliennes ou, évidemment, quand il y a un porte-avions comme le Charles de Gaulle qui s'approche de frapper aussi les forces françaises, mais elle frappe aussi l'ensemble des pays de la région. C'est-à-dire que même les pays amis qui auraient dû être plutôt du côté iranien ont été tapés. Et dans le fond, ce que l'on voit là, c'est l'erreur d'évaluation que l'Iran a actuellement. C'est-à-dire qu'en frappant ces pays amis, ils ont voulu frapper ce qu'on appelle le talon d'Achille américain. Et ils étaient persuadés que ces pays allaient renverser la vapeur et demander aux États-Unis d'arrêter toute intervention. Or, c'est tout le contraire qui va se passer. Parce que demain, concrètement, quand les États-Unis se retireront, parce qu'à un moment donné, ils se retireront, qui sera là pour garder et pour préserver ces pays? Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. Il s'appelle l'État d'Israël. Paul Amar. On voit bien l'intention du régime des mollahs, régionaliser le conflit. Et dès le départ, on l'a dit. Et peut-être même le mondialiser. Effectivement, pour l'instant, les États du Golfe, n'ont pas riposté. 2, demandent aux États-Unis de continuer à faire la guerre à l'Iran. Mais l'intention est maléfique à propos des peuples occidentaux. Et c'est la raison pour laquelle la France a été attaquée. C'est la raison pour laquelle d'autres peuples, peut-être européens, seront attaqués, parce que l'Iran compte sur la fragilité de nos opinions publiques, qui ne sont pas comme le peuple israélien, qui a une attitude quasiment à la fois résiliente et sacrificielle, ou comme le peuple iranien, qui est, on n'a jamais vu un peuple réclamer des bombardements et risquer de perdre la vie tout simplement pour conquérir enfin leur liberté. Les peuples européens sont beaucoup plus fragiles. On voit bien qu'aujourd'hui, le prix de l'essence intéresse davantage les peuples occidentaux que la nature du conflit qui se déroule là-bas. Et Trump, qu'on moque souvent, qu'on raille souvent en Europe, l'a lui-même compris. J'ai moi-même été surpris par ses déclarations hier quand il a dit, à l'intention de son opinion publique, la menace nucléaire est plus importante que la menace pétrolière. C'est un début de pédagogie à l'égard de son opinion publique pour qu'elle comprenne l'enjeu de ce conflit qui se déroule là-bas, mais qui nous intéresse ici, parce que le terrorisme distillé par l'État terroriste iranien, en tout cas celui des mollahs, ne vaut pas que pour cette région, il vaut pour le monde entier. Et je crains, moi aussi, que d'autres attentats se produisent pour précisément fragiliser encore davantage les peuples occidentaux. Vous voulez réagir à nouveau, Stéphane Ziv Goldin? Et pour aller dans le sens de Paul Amar, vous savez, quand il y a quelques jours, il y a eu une base britannique qui a été touchée à Chypre. Alors c'est vrai que c'est une base britannique, est-ce que ça appartient D'ailleurs, Emmanuel Macron s'est déplacé à Chypre. Bon. Mais toujours est-il, ça a été le continent européen qui a été touché. On le veut, voilà. Mais bien sûr. De facto, c'est le continent. Et dans le fond, j'ai été très surpris de la frilosité de la réponse. Parce que quand un État européen est touché, il aurait dû avoir automatiquement une levée de bouclier, enfin, je dirais. Et une riposte à la mesure de ce qui a été fait. Oui, mais c'est très bien que ce n'est pas le cas en Europe. Il n'y a aucune convergence et synergie. La problématique, et on en revient dans le fond à une problématique qui est beaucoup plus large au sein de l'Union européenne. Ces divergences entre, d'un côté, vous avez une Allemagne qui concrètement suit plus ou moins le positionnement d'Israël, et d'autres pays qui essayent de jouer, je dirais, une frilosité pour ne pas perdre ses soi-disant intérêts. Mais les intérêts, là, il est commun.
Parce que c'est l'entité européenne qui a été tapée, frappée. Et à un moment donné, il faut se réveiller. Alors, est-ce que le président Macron, est-ce que ça va réveiller le président Macron? Oui ou non? Est-ce qu'il y aura un avant ou un après? Je propose d'écouter Emmanuel Macron qui s'est exprimé à l'occasion de la réception de Volodymyr Zelensky à l'Élysée. Vous avez pu l'entendre ce matin dans notre émission dans Big News. Écoutez-le. Et il a rappelé la position de la France. Et Louis de Ragnel, je vous attends au virage sur la position de la France parce qu'a priori, je pense que c'est une position qui va être difficilement tenable en vertu de ce que l'on vient de dire. Emmanuel Macron. J'ai rappelé la position de la France. Elle est claire dans la région. Elle est défensive. Nous ne sommes pas engagés en guerre contre qui que ce soit. Nous avons une présence dans la lutte contre le terrorisme, dans un cadre qui est connu, et c'est le cadre en Irak, dans lequel se battait notre soldat. Et nous sommes là pour protéger nos ressortissants, nous sommes aux côtés de pays alliés avec lesquels nous avons des accords de défense, et nous sommes présents pour participer à la liberté de navigation et sécurité maritime dans la région. C'est tout. Mais nous assumons ces missions pleinement, avec les risques qu'elles comportent. Louis de Ragnel, je n'ai pas 50 questions à vous poser ce soir. Est-ce que cette position-là est tenable sur la longueur en vertu de ce qu'on vient de dire, sachant que de nouvelles menaces, potentiellement, je ne veux pas faire peur aux Français qui nous regardent, mais il peut y avoir d'autres actes similaires. Est-ce que cette position va être tenable longtemps? Déjà, la position de la posture défensive, c'est une définition qui est quand même très difficile à tenir dans le temps. Souvenez-vous, c'était un peu la position qu'on avait au début du conflit qu'il y avait en Ukraine, où on parlait de non-belligérance, voilà. Et puis progressivement, les conflits font que ça évolue. Et c'est simplement que nous, occidentaux, on est un tout petit peu compliqués. On essaye de cacher avec des mots une réalité qu'on ne veut pas voir. Et c'est ce que cherche à faire Emmanuel Macron. Il ne veut surtout pas dire qu'il est impliqué dans ce conflit, tout en déployant par ailleurs des moyens, alors pas hostiles directement à l'Iran, ça c'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen français qui est utilisé directement pour frapper l'Iran, pour déstabiliser l'Iran. Vous voyez bien. Sauf que c'est parce qu'on a déployé des moyens que nous devenons de facto des cibles. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que par rapport à la position qu'Emmanuel Macron essaie de tenir, selon lui, dans son logiciel à lui, il ne veut pas tomber dans le piège dans lequel dans lequel l'Iran essaye d'entraîner, la République islamique d'Iran est en train d'essayer d'entraîner la France. Ce que cherche à faire la milice chiite qui a frappé, qui a tué ce soldat français, c'est essayer d'impliquer le plus possible la France dans le conflit. Et c'est précisément ce qu'Emmanuel Macron cherche à éviter. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que la France ne ripostera pas. Habitué, alors je parle sous le contrôle du colonel, de vous, mon colonel qui est à ma droite, mais là, il y a des armées qui réagissent souvent très très rapidement dès qu'ils sont attaqués. L'armée française, parfois, peut aussi prendre du temps avant de riposter pour bien calibrer la frappe. Vous savez, dans l'armée française, il y a toujours cette obsession du geste parfait, de la riposte parfaite, d'avoir quelque chose de proportionné et gradué. Donc je pense que c'est ce qu'il y a à l'esprit aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Je pense qu'aussi, il est conscient du fait que sa position, elle est très difficile à tenir dans le temps. C'est une opération qui n'était absolument pas prévue, qui n'était pas du tout planifiée dans les armées françaises. Vous savez, les armées françaises avaient acté le retrait d'Afrique. Il y avait une augmentation, un accroissement des moyens en Roumanie, en Europe de l'Est, préparé d'ailleurs un certain nombre de régiments au grand froid, au combat dans les plaines. C'était plus ça à quoi étaient préparées nos armées. Et donc là, voilà, c'est quelque chose qui vient un peu percuter, qui vient percuter nos plans. Simplement un mot, moi je voulais revenir sur les mots du chef de corps là, du 7e bataillon chasseurs alpins. Et moi j'ai trouvé que c'est le colonel François-Xavier de Lachenay, des mots extrêmement forts avec, vous savez, c'est la beauté, la force de ces officiers bien formés, c'est de réussir avec très peu de mots à dire quelque chose d'assez puissant. Et je trouve qu'il a très bien résumé le sens de l'engagement pour la vie des soldats français, qu'ils soient hommes du rang, officiers, sous-officiers. Et je trouve qu'il n'y avait pas plus bel hommage qu'on pouvait rendre à un sous-officier qui, voilà, son parcours parle pour lui-même. Hein. Il a été de toutes les opérations extérieures de la France depuis une quinzaine d'années. Il est parti du plus bas échelon, il les a gravés. Voilà, 17 ans. Et les armées françaises tiennent, vous l'avez un peu dit, mon colonel. Vous savez, dans l'armée française, ce sont les sous-officiers nos armées reposent sur nos sous-officiers. Ce sont eux qui mènent la guerre, évidemment sous l'autorité des officiers. Mais la force de l'armée française, le modèle, c'est vraiment la force, la valeur des sous-officiers français qui sont bien formés. Vous voyez, 17 ans, c'est un engagement qui est long.
Ça montre que ce sont des gens qui ont le sens du devoir et dans la durée. Ils font pas des sauts de puce, ils vont pas 5 ans dans les armées, ils vont faire autre chose. 17 ans, c'est long. Et le colonel François-Xavier de Hachenay était effectivement très touché et très émouvant. Et il disait que ce soldat était un soldat brillant, très engagé. Et vous avez eu raison de le rappeler. Mathieu Gadiri, je ne vous ai pas encore donné la parole, pardonnez-moi. Oui. Aujourd'hui, en fait, le régime des Mollahs a le dos au mur. Et il avance le visage découvert. Et ils sont dans une situation très, très difficile. Moi, je pense à ces idiots utiles qui, pendant des années, ils ont essayé de nous dire que ce régime peut changer. Il faut négocier. Il faut parler avec ce régime. Moi, j'ai l'image de cette balade entre John Kerry et Zarif, qui était en 2015 le ministre des Affaires étrangères iranien, dans les rues de Vienne. Quand les idiots utiles, à l'époque, ils étaient en train de batifoler avec le régime de Mollah, même si on criait, on disait « Attention, ce régime est dangereux. » Il ne changera jamais, ils ne nous ont pas écoutés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous trouvons dans cette situation. Michael Dos Santos est avec nous. Je vous donne la parole juste après Manaz Chiarli, c'est promis. La mort du soldat, bonsoir tout d'abord, pardonnez-moi. La mort du soldat Arnaud Frion en Irak nous rappelle que des militaires français, et c'est important de le rappeler, sont bien présents au Moyen-Orient. Et je voudrais qu'on voit avec vous combien de ces soldats se trouvent dans la région, très précisément. D'ailleurs, où il se trouve, la France dispose de 2 bases permanentes non loin de l'Iran. La première, effectivement, aux Émirats Arabes Unis. Elle se compose de 900 militaires et civils de la défense, canons César, Rafale, Charles Leclerc, base navale. Voilà de quoi est composée cette base des Émirats Arabes Unis. Le porte-avions Charles de Gaulle, d'ailleurs, peut également y faire escale grâce à cette base navale. L'autre base permanente, elle se trouve un peu plus loin de Téhéran, à quelques 3000 km à vol d'oiseau. Elle se trouve à Djibouti, c'est en Afrique, vous le voyez, donc c'est juste ici. 1500 militaires et civils de la défense, 4 canons César, 52 véhicules blindés, 9 hélicoptères et 6 avions. Michael Dos Santos. Alors, des militaires français, au-delà de ces bases permanentes, sont présents au Koweït. Ils sont également présents au Qatar via des accords bilatéraux, mais aussi dans le cadre de différentes opérations. L'opération Aspides. En mer Rouge, ici, les frégates ont pour objectif de protéger les bateaux de commerce des attaques des Houthis du Yémen, qui, on le rappelle, sont des alliés du régime des Mollahs. L'opération Daman, également, au Liban, avec la FINUL. Et puis enfin, l'opération Chamal, pendant laquelle l'adjudant-chef Arnaud Frion a été tué en Irak. Cette opération Chamal s'étend sur différents pays, l'Irak, mais aussi la Syrie et la Jordanie. Plus de 600 militaires et civils de la défense la composent. Ils ont à disposition, entre autres, 10 Rafales, et leur mission première est d'entraîner les forces armées irakiennes dans la lutte contre le terrorisme. Au total, donc, on y vient. Les forces françaises au Moyen-Orient, ce sont 4000 militaires et civils de la défense qui sont déployés dans la zone. Merci pour ce point très précis, Michael Dos Santos. Manaz Chiarli, vous vouliez réagir. Je m'étais engagé à vous donner la parole. Merci. Je voulais réagir sur les paroles de Mathieu Gadiri. Et je pensais que si la communauté internationale se comportait un peu plus fermement avec la République islamique pendant ces 47 années, peut-être on n'en serait pas là aujourd'hui, en étant en deuil d'un officier français, avoir perdu plus de 50 000 jeunes Iraniens. On les a enterrés il y a 40 jours. Peut-être on n'en était pas là. Peut-être on aurait pu se débarrasser de ce régime beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement, et ne pas donner autant de dégâts qu'on est en train de subir aujourd'hui. Et
ce qui me fait plus mal, c'est que quand je vois encore la tergiversation d'un Emmanuel Macron face à la situation, c'est en même temps, alors que c'est la guerre. Dans la guerre, on ne peut pas être au milieu. On doit choisir son camp. Soit on est pour, soit on est contre. Et là, il y a un Français qui vient d'être tué. Alors, et 6 autres blessés. Hein. Et 6 autres blessés. Et même dans cette situation, la position de la France est une position incertaine et entre les deux. C'est ça qui est vraiment dangereux à mes yeux. Pendant 47 ans, on a tenu cette position et on en est arrivé là. Au lieu de prendre des leçons du passé, on continue à le faire. Et si je suppose que si aujourd'hui c'était une possibilité, Emmanuel Macron aurait immédiatement voté pour la fin de la guerre, sans faire tomber ce régime qui est particulièrement terroriste, dangereux, pas pour les Iraniens, pas pour les Israéliens, pour la planète entière. Et c'est justement l'objet des questions que je vous posais aux uns aux autres. Combien de temps cette position de la France va être tenable, sincèrement? Pour rebondir sur vos propos et sur ceux de Mathieu, vous connaissez l'histoire de la grenouille et du scorpion? Vous la connaissez ou pas? Allez-y. La grenouille s'apprête à traverser une rivière. Paul Amar, ce soir, La sur Europe 1 grenouille, sur CNews. animal social. Le scorpion la voit, va vers la grenouille et lui dit: est-ce que tu peux m'aider, je ne sais pas nager, à traverser la rivière? Est-ce que tu peux me porter? La grenouille dit: non, non, tu vas me piquer. Le scorpion lui dit: comment veux-tu que je te pique, puisque j'ai besoin de toi pour traverser la rivière? La grenouille se laisse faire, accepte de porter le scorpion. Que se passe-t-il au milieu du gué? Le scorpion la pique, la grenouille meurt et le scorpion se noie. On ne discute pas avec le scorpion, qui est un prédateur. Et la grenouille, animal social, on va dire démocratique, a eu le tort de discuter avec le scorpion. Emmanuel Macron n'aurait jamais dû appeler le président iranien récemment en pleine guerre. On ne discute pas avec un État terroriste qui a massacré 35 000 personnes. Vous savez qui était à la manœuvre? Vous le savez vous-même. C'était l'actuel guide suprême, Mojtaba Khamenei, qui était à la manœuvre, et les manifestants scandaient son nom en disant: tu vas mourir, on prie pour que tu meurs, Mojtaba. On ne discute pas avec le scorpion. Je voulais vous faire écouter l'interview de Donald Trump, un extrait évidemment, pas la totalité, une interview qu'il a accordée à Fox News. Et il déclare notamment, alors c'est une position totalement différente évidemment et à l'opposé d'Emmanuel Macron, j'entends bien Manaz Chirali, mais il dit qu'il pourrait frapper très fort la semaine prochaine, ajoutant qu'il espérait que la situation se résolve bien. On écoute Donald Trump. 2 ambiances et 2 tons différents. Hein. Eh bien, nous le ferions si nous y étions contraints, mais nous le ferions si cela s'avérait nécessaire. Mais vous savez, espérons que tout se passera très bien. Nous verrons bien ce qui se passera. Il se peut que nous leur ayons déjà causé tellement de dégâts qu'il leur faudrait des années pour se reconstruire. Et nous allons les frapper très fort au cours de la prochaine semaine. Voilà, je disais, c'est pas le même ton. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. Mais c'est intéressant parce que c'est intéressant. Louis de Ragnel. On voit que Donald Trump est à la recherche de ce qu'on pourrait appeler un game changer. Il a besoin d'avoir quelque chose qui inverse un peu le cours de ces frappes qui, pour l'instant, sont très efficaces d'un point de vue tactique. C'est-à-dire que les cibles sont neutralisées les unes après les autres. Mais il a besoin de quelque chose qui donne une impulsion pour éventuellement espérer un changement de régime, quelque chose qui permette à la population d'avoir suffisamment confiance et d'y croire pour se soulever. Voilà. On verra quelle forme ça aura et comment ça se traduira, mais on voit qu'il y a cette forme d'espérance chez lui. Et d'autant qu'il a déclaré, c'était hier ou avant-hier, hein, que la guerre était pratiquement finie. C'est ce qu'il a annoncé pour lui. Oui, mais chez Donald Trump, il y a toujours Stéphane Ziv Goldin. Il y a toujours ce double discours qui est volontaire d'ailleurs, parce que c'est une stratégie pour, je dirais, bien assumé. Bien, je dirais, pour mélanger, je dirais, les esprits au niveau de l'ennemi. Je pense que c'est complètement délibéré. Pas prendre Donald Trump pour, voilà. Je pense que franchement, c'est une stratégie bien huilée. Tout est calculé. Oui, je le pense concrètement. Alors c'est vrai qu'on est dans une phase aujourd'hui où c'est vrai beaucoup de gens commencent à se poser des questions jusqu'où ça va aller, combien de temps ça pourrait durer. Et donc c'est vrai que Donald Trump, comme vous l'avez dit, a besoin de donner du change auprès de la population américaine, parce que c'est vrai que Donald Trump se retrouve aussi bientôt dans une phase électorale. Il y a aussi une autre donne, c'est que Donald Trump devrait rencontrer le président chinois à la fin du mois, et donc là aussi il y aura des enjeux qui sont des enjeux plutôt énergétiques, qui sont très importants pour les Chinois. D'ailleurs, je pense que les Chinois, concrètement,
veulent concrètement trouver une solution parce qu'ils ont aussi un besoin du pétrole et franchement, ils s'en foutent royalement que ce soit le régime des mollahs ou un autre, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir leur baril qui arrive chez eux. Mais au-delà de ça, la question, quand il dit on va frapper fort, c'est qu'on va sûrement, probablement passer aussi à une autre étape. Et passer à une autre étape, pourquoi ? Parce que dans le fond, on voit que nous sommes actuellement dans une phase où les choses évoluent beaucoup plus lentement qu'on ne pourrait l'imaginer. Dans le sens où, concrètement, on voit aujourd'hui, et on l'a vu sur vos écrans, des manifestations du régime des mollahs dans la rue, et enfin ils ont pu prendre un peu de lumière, pour dire clairement les choses, parce qu'ils n'étaient pas sortis de leur bunker pendant pas mal de semaines. Donc ils sortent dans la rue. On s'aperçoit que le régime des mollahs et les gardiens de la révolution maintiennent toujours une pression. On sait très bien qu'il y a encore à peu près 20% de la population iranienne qui est complètement en phase avec le régime des mollahs. Et il va falloir aussi accentuer une pression pour que la pression populaire puisse continuer à sortir et augmenter cette pression sur le régime. Et il n'y a, on le sait très bien, il n'y a que les Iraniens qui renverseront le régime des mollahs. Ce n'est pas une armée étrangère qui le fera. Et donc, concrètement, Trump, dans sa déclaration, donne des gages d'abord à la population iranienne pour leur dire « continuez à vous battre et on va arriver ». Premièrement. Deuxièmement, il donne un signe fort au régime des mollahs. On n'a pas terminé le travail et on va continuer à vous détruire. Et trois, derrière tout ça, il y a évidemment l'idée d'arriver jusqu'au bout et à la fin du régime. Mais on sait très bien, et il n'en a pas reparlé, mais qu'une intervention terrestre est nécessaire. Ça ne peut pas être uniquement une intervention aérienne. Alors, on l'a dit et répété de multiples fois sur ce plateau. Quand on parle d'intervention terrestre, il faut... Mais sous quelle forme surtout ? Et voilà, il faut réexpliquer quand même. Ce n'est pas une intervention terrestre comme l'Irak a pu connaître avec 450 000 hommes qui rentreraient sur le territoire. S'il devait y avoir une intervention terrestre, ça serait une opération d'unité spéciale de forme commando qui s'infiltrerait concrètement dans le panorama, je dirais, iranien, et qui pourrait aider évidemment la population iranienne à passer à la vitesse supérieure pour renverser le régime iranien, avec évidemment d'autres possibilités d'opérations, je dirais, secrètes, autour de la question nucléaire, autour des bases de lancement des missiles balistiques. Mais ça, c'est un autre sujet. Manaz Chiali. Je voulais dire que cette guerre n'a pas commencé par les Américains, cette guerre n'a pas commencé par les Israéliens, cette guerre a commencé par les Iraniens eux-mêmes. Si autant de millions d'Iraniens n'étaient pas dans les rues de l'Iran fin décembre, début janvier de cette année, 50 000, voire plus, on ne sait pas combien, on n'a pas le chiffre, mais on sait qu'il y a des dizaines de milliers de morts, de victimes, de tués, des jeunes Iraniens qui ont été massacrés par le régime. S'il n'y a pas eu autant de massacres, si la communauté internationale ne voyait pas de ses propres yeux que les Iraniens ne supportent plus ce régime, jamais on a eu cette intervention militaire. C'est absolument pas possible. Jamais les Américains auraient pris l'initiative pour attaquer la République islamique. Et la République islamique aurait duré encore et encore et encore. Donc, d'abord, ça a été commencé par les Iraniens. Aujourd'hui, aussi bien Donald Trump que les chefs d'opposition iranienne a demandé, ils ont tous les deux demandé, Prince Reza Pahlavi et Donald Trump, ils ont demandé aux Iraniens de rester à l'abri tant que les Américains et les Israéliens terminent leur travail. On voit que la guerre est entrée dans une autre phase. Quand Donald Trump il dit c'est fini, en fait une partie est finie. C'est vrai, le bombardement lourd des bases militaires ont terminé. Là maintenant, on voit que l'opération est tombée dans les mains des mini-drones qui poursuivent les postes d'alarme partout dans les villes. Ils visent les checkpoints. Ce sont les petits points, mais ces petits points, ce sont ceux qui ont massacré les jeunes et ils sont en train de rendre la pièce de leur monnaie. Je continue de faire circuler la parole dans quelques instants parce qu'il est 18h30. C'est le moment de faire un tour d'horizon sur les toutes dernières informations autour de ce conflit au Moyen-Orient. Et c'est avec Valérie Akna. Bonsoir, ou plutôt rebonsoir Valérie. Rebonsoir Thierry et bonsoir à tous. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, les équipes du Magen David Adom, service de secours et de soins médicaux en Israël, ont communiqué leurs chiffres. 245 personnes ont été blessées par des tirs de missiles, 12 sont décédées et 4 sont toujours dans un état grave. Sachez aussi que 3 personnes sont mortes en tentant de se rendre dans des abris.
Un missile balistique tiré depuis l'Iran est entré dans l'espace aérien turc. Il a été neutralisé par la défense aérienne et antimissile de l'OTAN, actuellement déployé en Méditerranée orientale. Il s'agit du 3e missile tiré depuis l'Iran et visant la Turquie depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Et pour terminer, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, est en déplacement à Beyrouth, au Liban, pour une visite de solidarité, dit-il. Il ajoute que le peuple libanais n'a pas choisi cette guerre. Ils y ont été entraînés de force. Il appelle le Hezbollah et Israël à conclure un cessez-le-feu afin d'arrêter la guerre. L'ONU et moi-même ne ménagerons aucun effort pour œuvrer à l'avenir pacifique que le Liban et cette région méritent amplement. Merci beaucoup Valérie. Nous sommes toujours en édition spéciale sur Europe 1 et sur CNews. Nous poursuivons le décryptage. Juste avant d'écouter le secrétaire d'État américain à la Défense qui s'est exprimé ce matin, on va l'écouter dans quelques instants. Stéphane Ziv Goldin, vous souhaitiez réagir? Je voudrais simplement réagir, je suis complètement en phase avec vous sur la question des Iraniens, mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il y a eu déjà une première opération au mois de juin dernier entre les Israéliens puis les Américains qui sont intervenus sur le territoire iranien, avec une seule grande différence. C'est qu'au mois de juin dernier, il n'y avait pas cette population iranienne qui était dans la rue. Et ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, il faut rendre hommage à cette population iranienne. Et il faut aussi rendre hommage à ces plus de 35 000 morts qui sont tombés pour la liberté de leur pays. Et oui, c'est important de le rappeler. Et ça a été l'élément déclencheur, très justement rappelé par Manaz Shirali, puisque c'était un mouvement qu'on avait rarement connu dans votre pays, avec des manifestations aux 4 coins de votre pays. Et ça, c'est important. Mathieu Gadiri. Je voudrais dire que les gens qu'on a vus aujourd'hui dans les rues à Téhéran, une grande majorité ont été obligés de venir. Mais en même temps, ça prouve que ils sont venus, ils n'avaient pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que les Israéliens, ils ne frappent pas les civils. Et ils frappent des objectifs militaires, des gardiens de la Révolution, de Basiji et l'ensemble du système islamique. C'est la raison pour laquelle l'élite de ce régime des mollahs, ils se sont cachés parmi la population. Parce qu'ils savaient très bien que l'Israël ne frappera jamais la population. Donc, ils en ont profité, ils sont venus. Il y a même le président iranien qui était parmi les manifestants. Oui, absolument. C'est-à-dire, ils savaient très bien que les Israéliens, ils n'attaqueront jamais. Mais en même temps, Israël frappait un autre site au sud de Téhéran. Mais eux, ils étaient cachés parmi la population de Téhéran. Et moi, je pense que les Iraniens, ils ont peur. Ils ont peur que les Américains arrivent à négocier et de mettre fin à cette guerre. Nous avons l'obligation. Il faut absolument, c'est dans l'intérêt de la civilisation, que ce régime tombe. Si ce régime tombe, nous pouvons également, nous verrons que ces proxys, petit à petit, ils vont disparaître, ils vont mourir. Je vous propose de voir le sujet sur ce rassemblement à Téhéran de Maïva Lamy et on en parle après. Des milliers de manifestants dans les rues de Téhéran. Partout, des portraits du nouveau guide suprême. Des drapeaux de la République islamique d'Iran sont brandis, ceux d'Israël et des États-Unis brûlés. Un rassemblement organisé à l'occasion de la journée d'Al-Quds. Instaurée en 1979 par l'ayatollah Khomeini, elle a lieu chaque année le dernier vendredi du Ramadan pour protester contre Israël. Un défilé aux allures cette année de démonstration de force. Une manifestante affiche par exemple son soutien au régime. Je crois fermement, et tout le peuple iranien le croit, que nous sommes victorieux, l'armée de l'islam. Vous devriez savoir avec une certitude absolue qu'Israël est détruit et nous n'avons aucune crainte de ces menaces ni de ces bombardements. Des bombardements qui se poursuivent. Dans la matinée, l'armée israélienne a appelé la population à évacuer 2 zones de Téhéran proches du lieu du rassemblement. Près du cortège, en effet, des panaches de fumée sont visibles.
défilé en présence de hauts dirigeants iraniens. Des images de la télévision d'État montrent le chef de la sécurité et le président au milieu de la foule. Bon, Vincent Abaratier, ça ne trompe personne. On est dans la communication, on est dans la provocation à destination des États-Unis en voyant le président iranien au milieu de cette foule. Hein. Oui, mais en même temps... C'est la guerre de l'image. Oui, bien sûr. Donc il y a des gens qui ont suivi leurs autorités en défilant dans les rues. Mais en fait aussi, il faut se remettre dans le contexte d'une population qui est bombardée. Alors même si c'est pas forcément le cas, même si les frappes israéliennes sont précises et ne cherchent pas à tuer la population, il y a néanmoins toujours, dans toutes les guerres, des dégâts collatéraux. Il y a aussi le phénomène qui fait que la population, parfois, veut défier ceux qui les bombardent. Je vais prendre l'exemple de la France. En mars ou en avril 1944, il y avait des Français qui acclamaient le maréchal Pétain à Paris, parce que les Américains bombardaient et qui donnaient des coups de poing aux pilotes américains et britanniques qui avaient été descendus. Il y a des archives qui le montrent. Et puis, quelques mois après, cette même population... Retournement. Acclame de Gaulle, puis avant d'acclamer de Gaulle, surtout se révolte. Et là-dessus, je voudrais dire quelque chose. Je ne sais pas ce qui existe entre le gouvernement iranien en exil, s'il y en a un, si c'est Reza Pahlavi, et le peuple iranien. Mais du temps de la Seconde Guerre mondiale, c'est le général de Gaulle, via le maréchal Koenig, qui était son chef d'état-major pour les forces françaises de l'intérieur, qui a dit au peuple de Paris de se révolter juste avant l'arrivée, c'était 5 jours avant l'arrivée de la 2e division blindée et des Américains, si vous voulez. Tout ça a été coordonné avec les Alliés. Et donc, je pense, connaissant un peu les Américains pour avoir planifié et conduit des opérations avec eux, que ce sont des gens très précautionneux et qui ont prévu cette phase. Simplement, pourquoi ça dure ? Parce qu'ils estiment que ce n'est pas mûr, que la situation n'est pas mûre. Je vous donne la parole dans quelques instants, Paul Amar, mais j'aimerais avoir votre regard, Amanda Shirley, sur ces manifestations et cette communication, le symbole que ça représente pour vous. De toute façon, on est dans un pays avec 90 à 92 millions d'habitants. Rassembler 100 000 personnes devant les caméras, ce n'est pas un travail très difficile pour un État. Ce n'est pas très difficile. Et comme ça vient d'être dit, il y a quand même... pas le choix. Surtout quand on n'a pas le choix, il y a toujours une base qui soutient. Combien de pourcents des Iraniens ? On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas d'enquête. Mais la seule chose qu'on sait, étant donné que la société iranienne a largement appauvri, et étant donné qu'aujourd'hui 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, on estime que ceux qui ont perdu leur pouvoir d'achat ne soutiennent pas ce régime. Et du fait même que les gens qui participent aux élections sont de moins en moins nombreux et qu'il n'y a que 10% de la population qui est capable de voter participe aux élections. Et parmi les 10%, il y a 6% de vote blanc. Donc on estime que vraiment le régime n'a pas une base populaire. Mais bon, il est toujours capable de rassembler. Juste, je voulais rajouter une chose, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants de la République islamique n'ont pas osé faire leur prière de la journée de Rhodes. Parce que pour faire cette prière, il fallait qu'ils se mettent au devant de la population. Mais ils se sont cachés au cœur même de la population. Le fait même que les prières ont été annulées, qui n'ont pas eu lieu, ça montre à quel point ils ont peur. Paul Amar, un dernier mot. Je voudrais qu'on entende ensuite justement Peter Hegseth. Dans l'intérêt du peuple iranien, dans l'intérêt des peuples occidentaux, ce régime doit tomber. Mais le facteur temps va jouer un rôle considérable. Et moi, je suis frappé par les critiques que j'entends sur les plateaux de télé de certains experts qui commencent à dire au jour 14, 2 semaines, que c'est trop lent, que Trump est en train d'échouer. 2 semaines. Combien de temps a duré la guerre entre l'Iran et l'Irak ? 8 ans. Depuis combien de temps la guerre entre l'Ukraine et la Russie dure-t-elle ? 4 ans. Et là, au bout de 2 semaines, on note, on observe sans doute une certaine impatience, sans doute aussi à cause de la crise pétrolière qui s'annonce, à cause de la hausse du prix de l'essence, une certaine impatience des opinions publiques, relayée par ces experts qui commencent à dire « c'est un peu trop long ». Donc, pour cette raison, le facteur temps va jouer un rôle considérable. Il faudra, si j'ose dire, s'armer de patience pour attendre éventuellement un tournant politique majeur au profit du peuple iranien. Mais de grâce, 2 semaines, c'est très court. Et d'autant que le guide Khamenei était quand même l'homme le plus protégé et qu'il a été tué assez rapidement. Alors, l'enchaînement, je vais le faire tout de suite, évidemment, puisque son fils a pris le relais et on ne sait pas où il est.
C'est Non, le il moins est qu'on mort. puisse dire. On ne sait pas où il est. Vous dites, Non, mais il est mort. vous pensez qu'il est mort. On a suivi en direct. Le Pentagone aussi a donné une version des faits aussi. Ouais, alors justement, on va écouter Peter Hegseth, le secrétaire américain à la Défense, qui a affirmé que le nouveau guide suprême iranien était blessé, affaibli. Et on va l'écouter justement, parce qu'il y a une part de mystère, c'est moins qu'on puisse dire, au moment où on se parle. Hein, mais on va l'écouter. Nous savons que le nouveau, soi-disant leader suprême est blessé et probablement défiguré. Il a publié hier une déclaration, plutôt faible en réalité, mais sans voix ni vidéo. C'était une déclaration écrite. Il a appelé à l'unité, apparemment tuer des dizaines de milliers de manifestants. C'est ça son idée de l'unité. Part de mystère là, hein, sincèrement, Louis de Ragnel. Oui, c'est mystérieux parce que objectivement, il aurait plutôt intérêt à montrer son visage s'il était en bonne santé. Ça permettrait à la fois d'essayer de, je parle en termes dans son intérêt à lui, d'essayer de montrer à la fois au camp occidental qu'il est bien en vie et qu'il a résisté aux frappes, et essayer de mobiliser ce qui lui reste de soutien au sein de la population. Et c'est vrai que si on n'a ni la voix ni l'image, c'est que de fait, il se passe quelque chose. Problème. Il y a un problème. Ouais, on est d'accord. Et alors, dans ce genre de conflit, il pourrait y avoir une opération d'intox de la part des États-Unis, mais là, je vois pas trop l'intérêt, parce que s'il y avait de l'intox immédiatement, si évidemment le guide suprême était en bonne santé, on verrait dans quelques jours, je pense, son visage et on verrait qu'il est en bonne santé. Et je pense qu'il y a fort à parier que ça ne se produira pas. Alors, je m'adresse à l'ancien commandant d'une unité d'élite de Tsahal, Stéphane Zig-Goldin. Quelle est votre intime conviction? Désolé pour cette question. Quand on regarde l'élimination des grands terroristes ces dernières années, il a fallu toujours du temps pour annoncer leur mort. Que ce soit Sinwar, que ce soit Nasrallah, que ce soit... Bon. Et tout ça prend toujours du temps. Le père du nouveau guide, ça n'a pas duré très longtemps. Non, là c'était assez rapide, parce que la photo, la capture d'écran a été prise assez rapidement. Mais il fallait marquer aussi, on était le premier jour de la guerre, donc il fallait franchement marquer le coup. Et là, concrètement, le fait, comme vous venez de le dire, qu'il ne participe pas à cette manifestation, en tout cas qu'on ne le voit pas, il n'y a aucun signe, il est très probablement touché très durement, on parle de sa jambe, on parle de son bras, on parle de son visage. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations là-dessus et je pense concrètement, compte tenu qu'il est devenu une marionnette des gardiens de la Révolution, parce que nous n'oublions pas, c'est ça. Donc, concrètement, les gardiens de la Révolution aussi jouent avec cette vision, je dirais, de cette marionnette. Et donc ça, pour justement, peut-être essayer de concrètement, de donner une vraie fausse idée aux États-Unis. Je pense qu'on va le savoir très rapidement s'il est encore en vie ou pas. Et je pense qu'on le saura même dans les heures qui viennent, pour dire clairement les choses, parce que les gens qui défendent le régime iranien vont vouloir le savoir, tout simplement. Ben oui. Par contre, simplement, un petit mot, parce que vous avez dit quelque chose de très important. Et je voudrais simplement rappeler aussi une chose, parce que vous parliez des finances de l'Iran. L'Iran, en 2025, a fait des recettes de 82 milliards de dollars simplement sur la question pétrolière. Ces 82 milliards de dollars n'ont pas été à cette population. Non. Elle a été pour les proxys, elle a été pour le développement du nucléaire, qui n'est pas un nucléaire civil, concrètement. Elle a été pour la volonté de maintenir un État terroriste et de continuer un combat contre l'Occident. J'aimerais vous donner la parole. Mes priorités à nos équipes qui sont sur le terrain, ne m'en voulez pas. On va retrouver Thibaut Marcheteau et Timothée Forget. Thibaut Marcheteau, merci d'être avec nous sur Europe 1 sur CNews. Je voulais absolument vous avoir parce que vous sortez tout juste d'une alerte. Racontez-nous. Absolument Thierry, on vient de sortir de l'abri dans lequel nous nous sommes réfugiés avec Timothée Forget. Une nouvelle alerte donc à Tel Aviv pour une population qui continue donc de vivre au rythme des alertes. Plusieurs fois les sirènes ont retenti partout dans le pays, partout au-dessus de l'État hébreu pour des projectiles envoyés depuis l'Iran ou encore le Hezbollah. Nous nous trouvons avec Timothée Forget à côté de l'aéroport Ben Gurion, là où un missile a été intercepté et des débris sont tombés
visé sur le sol d'Israël, causant quelques dégâts, notamment un bâtiment qui a pris feu, mais les pompiers sont rapidement intervenus sur place. On a eu aussi de la part de Tsahal, l'armée israélienne, un communiqué qui affirme que plusieurs frappes ont été menées aujourd'hui. 150 cibles ont été visées par l'armée de l'air israélienne et on l'a constaté toute l'après-midi avec Timothée Forget en voyant de nombreux appareils de l'armée de l'air israélienne, des avions de chasse qui prenaient la direction de l'Iran. On sait que Tsahal a visé des dépôts de missiles, des sites de construction de drones notamment, mais aussi ces fameux lanceurs de missiles que l'armée israélienne essaie de neutraliser pour éviter ces alertes de manière très répétitive sur le territoire d'Israël. Et puis Thibault, vous étiez également avec Timothée Forget dans un village fortement touché par les frappes. Hein. Absolument, on était un petit peu plus tôt dans la journée dans cette ville à proximité de Nazareth, dans le nord d'Israël, qui a été touchée cette nuit par un missile envoyé depuis l'Iran, un missile de plusieurs mètres, de plusieurs tonnes également. Et on a vu effectivement ces dégâts que peut causer ce missile. La journée d'avant, nous étions également dans une autre localité, cette fois-ci plutôt dans le centre d'Israël, avec un missile également qui avait été envoyé par le Hezbollah. On voit évidemment les dégâts que peuvent causer ces missiles. On voit ces maisons qui sont totalement éventrées, soufflées par l'explosion, mais aussi on voit surtout ces maisons aux alentours qui elles aussi sont impactées par ce missile avec le souffle, le blast de l'explosion qui fait de très nombreux blessés. Aujourd'hui, l'endroit où nous étions, il y a eu plusieurs dizaines de blessés, notamment à cause des éclats de verre. Le bilan, il reste miraculeux, seulement 12 morts depuis le début de la guerre. On est au 14e jour de cette guerre, seulement 12 morts parce que la population, elle continue de respecter les consignes de sécurité données par les autorités israéliennes. Merci beaucoup Thibault Marcheteau avec Timothée Forget depuis Israël. Je vous donne la parole, Manaz Shirali. Vous vouliez revenir sur effectivement, vous pensez que le nouveau guide est mort, vous, indiscutablement, vous n'avez pas de doute. Je pense qu'il est mort parce que les dirigeants iraniens, ils se sont dit, quoi qu'on fasse, quoi qu'on désigne, ça va être une nouvelle cible de l'armée américaine et de l'armée israélienne. Comme Hassan Nasrallah, qui a été remplacé par quelqu'un qui a été ciblé immédiatement 2 jours ou 3 jours après. Donc, ils ont choisi à mort pour qu'il ne soit pas à nouveau visé par les Israéliens et par les Américains. Je pense que c'était une ruse de la part des dirigeants de la République islamique. On verra ce que disait Stéphane Ziv Goldin, si on aura la confirmation ou pas dans les jours qui viennent. Mathieu Gadiri. En fait, moi je reviens sur la déclaration lue hier à la télévision iranienne de Mojtaba Khamenei. La veille, le président iranien Pezeshkian a tweeté en disant que j'ai discuté avec le Pakistan et la Russie et je leur ai dit que nous avons 3 conditions pour mettre fin à la guerre. Et immédiatement, le lendemain, donc, il y a cette déclaration de Mojtaba Khamenei. En fait, Mojtaba Khamenei a été le candidat des gardiens de la Révolution. C'est eux qui l'ont choisi. Et pour montrer qu'ils sont toujours au pouvoir, c'est eux qui ont le pouvoir, et c'est eux qui décident. Donc, il y a eu cette déclaration. Bon. Moi, je ne sais pas s'il est mort ou il est vivant, mais je pense qu'il devrait être dans un sale état. Et ça prouve, une fois de